La pluie tombait à verse sur Paris en cette aube de décembre. Les gouttes frappèrent le pare-brise de la Mercedes noire avec une insistance presque hypnotique, accompagnant le rythme accéléré du cœur de Robert Moreau. À 42 ans, il roulait à travers les rues vides de la métropole avec une seule destination en tête, le pont de Bir Hakeim, ce géant de béton et de câbles d'acier qui s'élevait majestueusement au-dessus de la Seine. Robert était un homme qui avait tout, du moins c'est ce que disaient les couvertures des magazines d'affaires. Propriétaire de Moreau Construction, l'une des plus grandes entreprises de BTP du pays, il avait érigé des gratte-ciel, des centres commerciaux, des résidences de luxe dans toute la ville. Son nom était gravé sur des plaques d'inauguration, son visage affiché dans les journaux chaque fois qu'un nouveau projet était lancé. Mais en cette nuit pluvieuse, rien de tout cela n'avait d'importance. 2 ans s'étaient écoulés depuis le départ d'Hélène, 2 ans qui semblaient 2 décennies. L'accident de la route sur le périphérique avait été rapide, cruel, définitif. Un camion fou, une collision violente, et la femme qu'il aimait avait quitté ce monde sans même pouvoir lui dire adieu. Robert se souvenait encore de chaque détail de ce jour terrible, de l'appel de l'hôpital, de la course désespérée dans les embouteillages, de la salle froide où il avait reçu la nouvelle qui changerait sa vie pour toujours. Depuis lors, l'hôtel particulier du 16e arrondissement où il vivait s'était transformé en un mausolée silencieux. Les pièces résonnaient de vide, les souvenirs d'Hélène hantaient chaque couloir. La chambre qu'ils avaient préparée avec tant de soin, celle qui aurait dû être celle de l'enfant qui n'était jamais venu, restait fermée à clé. L'infertilité d'Hélène avait été une blessure qu'ils avaient appris à porter, ensemble, remplaçant le rêve d'être parents par l'intensité de l'amour qu'ils partageaient. Mais maintenant, sans elle, Robert n'avait plus rien. L'alcool était devenu son seul compagnon ces derniers mois. Non pas le genre d'ivresse scandaleuse qui attire l'attention, mais celle discrète, fonctionnelle, qui lui permettait de continuer à diriger l'entreprise pendant la journée tout en s'anesthésiant le soir. Son associé, Marcel, avait tenté d'intervenir à quelques reprises, suggérant une thérapie, des voyages, n'importe quoi qui pourrait le sortir de cette spirale infernale. Mais Robert se contentait de sourire poliment et de changer de sujet. Cette nuit-là, cependant, il avait pris une décision. Il n'y avait plus de raison de continuer. La douleur était trop grande, le vide insupportable. Il avait tout organisé, les documents signés, le testament mis à jour, des lettres d'adieu écrites à la main pour les quelques personnes qui se souciaient encore de lui. L'entreprise reviendrait à Marcel, la fortune serait distribuée à des œuvres de bienfaisance. Robert Moreau, l'homme qui construisait des monuments de béton, avait décidé que sa propre structure était condamnée. Il gara la voiture près du pont, coupa le moteur et resta assis là quelques minutes, observant la pluie qui ne montrait aucun signe de faiblesse. La ville dormait autour de lui, indifférente au drame qui se déroulait dans ce cœur brisé. Il prit une profonde inspiration, essayant de rassembler le courage nécessaire pour ce qu'il s'apprêtait à faire. Il sortit de la voiture et se dirigea vers la passerelle du pont. La pluie détrempa ses vêtements coûteux en quelques secondes, mais il le remarqua à peine. Ses souliers italiens éclaboussaient des flaques d'eau tandis qu'il avançait, chaque pas le rapprochant de la fin qu'il avait planifiée. Le vent froid de décembre lui cinglait le visage, mais la douleur physique était insignifiante comparée à l'angoisse qu'il portait dans sa poitrine. Il arriva au bord et regarda en bas. La Seine coulait sombre et agitée sous la tempête, ses eaux troubles reflétant les quelques lumières qui brillaient encore à cette heure de la nuit. Robert posa les mains sur le parapet mouillé, sentant le métal glacé contre sa peau. Bientôt tout serait fini. Bientôt il serait de nouveau avec Hélène, où qu'elle soit. Il ferma les yeux, se préparant à faire le dernier pas, quand une voix d'enfant déchira le silence de la nuit. « Papa !» Robert ouvrit brusquement les yeux et se retourna. Là, à quelques mètres de lui, se tenait une petite fille. Elle ne devait pas avoir plus de 3 ou 4 ans. Elle était complètement trempée, vêtue d'un t-shirt délavé et d'un pantalon rapiécé. Dans ses bras, elle serrait un vieil ours en peluche, dont l'une des oreilles était déchirée. Ses cheveux sombres étaient collés à son visage mouillé, et ses grands yeux marrons le fixaient avec un mélange d'espoir et de peur. Robert resta paralysé. Que faisait une enfant si jeune ici, seule au milieu de la nuit, sous cette pluie torrentielle? Il regarda autour d'eux, lui cherchant un adulte responsable,
Mais il n'y avait personne d'autre qu'eux deux sur ce pont. « C'est vous, mon papa, » dit la fillette d'une voix tremblante mais convaincue. « Tante Sébastienne a dit que vous alliez venir me chercher. Elle m'a montré votre photo dans le journal. » Robert eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Cela n'avait aucun sens. Il n'avait jamais vu cet enfant de sa vie. Il n'avait pas d'enfant. Il ne pouvait pas en avoir. Hélène et lui avaient essayé pendant des années, consulté des dizaines de médecins, suivi tous les traitements possibles, mais le diagnostic avait toujours été le même. Son infertilité rendait impossible une grossesse naturelle. « Ma petite, je crois que tu te trompes de personne, » dit-il, essayant de garder une voix calme, malgré la confusion qu'il ressentait. « Je ne suis pas ton père. Où est ta famille? Qui est cette tante Sébastienne ?» La fillette fit quelques pas dans sa direction, serrant l'ours en peluche contre sa poitrine. « Si, c'est vous, mon papa. Tante Sébastienne ne ment jamais. Elle a dit que vous êtes riche, que vous habitez dans une grande maison, et que maintenant vous alliez m'emmener vivre avec vous. Ma maman est partie au ciel, alors maintenant, il n'y a que toi et moi. » Robert passa la main dans ses cheveux mouillés, complètement perdu dans cette situation surréaliste. L'enfant parlait avec une telle certitude, une telle conviction, que pendant un instant il douta presque de sa propre mémoire. Mais non, c'était impossible. Il devait y avoir une explication. « Écoute, où habites-tu? Sortons de cette pluie et allons trouver cette fameuse tante Sébastienne, d'accord? Elle pourra nous expliquer ce qui se passe. » La fillette montra du doigt le bas du pont, en direction d'un bidonville dont Robert connaissait l'existence, mais auquel il n'avait jamais prêté beaucoup d'attention. « J'habite là-dessous, avec tante Sébastienne. Mais elle est malade, très malade. C'est pour ça que tu dois m'emmener, papa. Elle a dit qu'elle n'allait pas pouvoir s'occuper de moi encore longtemps. » Robert sentit sa poitrine se serrer. Toute cette situation était absurde, mais il ne pouvait pas simplement laisser une si petite enfant là, seule, sous la pluie, au milieu de la nuit. Ses propres intentions sombres d'il y a quelques minutes semblaient s'être évaporées face à cette urgence inattendue. « D'accord, allons chez toi alors. Mais tu dois comprendre qu'il doit y avoir une erreur, d'accord ?» La fillette sourit pour la première fois, révélant un trou là où une dent de lait aurait dû se trouver. « Il n'y a pas d'erreur, papa. Tante Sébastienne a dit qu'on allait se rencontrer aujourd'hui. Elle a dit que c'était le destin. » Robert prit la petite main glacée de la fillette et la conduisit jusqu'à la voiture. Il alluma immédiatement le chauffage, essayant de réchauffer l'enfant qui tremblait de froid sur le siège passager. Elle regardait l'intérieur luxueux de la Mercedes avec des yeux écarquillés, touchant le cuir souple des sièges avec révérence. « Tout ça, c'est à toi, papa ?» Robert ne répondit pas. Son esprit tournait à plein régime, essayant de comprendre ce qui se passait. Quelques minutes plus tôt, il était sur le point de mettre fin à ses jours. Maintenant, il était dans sa voiture avec une enfant inconnue qui insistait pour l'appeler papa. La vie avait un sens de l'humour cruel. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il, tout en conduisant dans la direction que la fillette indiquait. « Isabelle » répondit-elle. « Isabelle Marie Dubois. Et toi ?»« Robert » dit-il automatiquement, avant de réaliser l'étrangeté de se présenter à quelqu'un qui prétendait être sa fille. Mais la fillette se contenta de sourire, comme si cela confirmait quelque chose dans son esprit. « Robert » répéta-t-elle, testant le nom. « Tante Sébastienne dit ton nom tout le temps. Elle dit que tu es un homme bon, que tu as construit plein d'immeubles dans la ville. C'est vrai ? » ?»« Oui, je construis des immeubles. »« Tu peux me construire une maison ?» Robert sentit une boule dans sa gorge. L'innocence de l'enfant contrastait brutalement avec l'obscurité qu'il portait en lui. « Peut-être, » répondit-il doucement. Ils arrivèrent à l'entrée du bidonville, et Robert gara la voiture. Il était impossible de s'engager avec le véhicule dans les ruelles étroites, il devrait donc y aller à pied. La pluie avait un peu diminué, se transformant en un crachin persistant. Isabelle lui prit de nouveau la main et le guida à travers les allées boueuses, passant devant des baraques en bois et en parpaing précaires, si différentes des bâtiments luxueux que Robert construisait. La maison de tante. Sébastienne était une baraque modeste au cœur du bidonville. De l'extérieur, elle semblait sur le point de s'effondrer, avec des planches de bois rapiécées et un toit en tôle ondulée qui devait certainement fuir lorsqu'il pleuvait fort. Isabelle poussa la porte en bois qui grinça sur ses gonds rouillés et entra en appelant sa tutrice. « Tante Sébastienne, Tati, j'ai amené mon papa.
comme tu l'avais dit. » Robert entra derrière la fillette, baissant la tête pour passer sous le linteau bas. L'intérieur était encore plus humble qu'il ne l'avait imaginé. Une seule pièce servait de salon, de cuisine et de chambre. Il y avait une vieille cuisinière dans un coin, un petit réfrigérateur qui bourdonnait bruyamment, une table en plastique avec 2 chaises cassées et un matelas fin sur le sol où, vraisemblablement, Sébastienne et Isabelle dormaient. Les murs étaient décorés de coupures de magazines et de quelques dessins d'enfants faits au crayon de couleur. Sur le matelas, couverte d'un drap fin, se trouvait une femme que Robert estima avoir environ 70 ans, bien qu'elle en paraisse beaucoup plus. Sébastienne était si maigre qu'elle en paraissait fragile. Sa peau avait une pâleur maladive, et ses yeux, cernés, brillaient d'un mélange de douleur et de détermination. Quand elle vit Robert entrer derrière Isabelle, ses sourcils se haussèrent de surprise. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, essayant de s'asseoir avec difficulté. « Vous êtes vraiment venu. Isabelle disait que vous alliez vous rencontrer aujourd'hui, mais je pensais que ce n'était qu'une de ses fantaisies. » Robert s'approcha, gardant une distance respectueuse. « Madame, je crois qu'il y a un malentendu. Cette fillette m'a trouvé sur le pont et m'a dit que j'étais son père, mais c'est impossible. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. » Sébastienne toussa, une toux profonde et douloureuse qui fit trembler tout son corps. Isabelle se précipita vers elle, lui offrant un verre d'eau qui se trouvait sur une petite table improvisée à côté du matelas. La femme but lentement, puis regarda Robert, avec une expression mêlant honte et désespoir. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-elle en désignant l'une des chaises. « Je dois vous raconter une histoire. Il vaut mieux que vous soyez assis. » Robert hésita, mais finit par tirer la chaise et s'asseoir. Isabelle s'installa sur le matelas à côté de Sébastienne, tenant toujours son ours en peluche trempé. La tutrice prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait ses forces pour ce qu'elle s'apprêtait à révéler. « Vous souvenez-vous d'une de vos employées nommée Carla Dubois? Elle a travaillé au nettoyage des bureaux de votre entreprise de construction il y a environ 4 ans. » Robert fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Son entreprise comptait des centaines d'employés, et il ne les connaissait pas tous personnellement, surtout ceux du secteur du nettoyage. « Non, je ne me souviens pas. Mais quel est le rapport avec cette situation? » « Carla était ma nièce, » continua Sébastienne, sa voix faiblissant un peu. « C'était une fille rêveuse, elle l'a toujours été. Elle travaillait la nuit dans vos bureaux, nettoyant les salles, et pendant la journée, elle faisait des petits boulots ici et là pour mettre de l'argent de côté. Elle avait un petit ami, un garçon qui ne valait rien, qui l'a trompée et abandonnée quand il a découvert qu'elle était enceinte. » Robert commençait à comprendre où cette conversation menait, mais il ne voyait toujours pas le lien avec lui. « Et alors ?» Alors Carla s'est retrouvée seule, enceinte, désespérée. Elle vivait ici avec moi, dans cette baraque. Elle n'avait personne d'autre que moi au monde. Ses parents étaient morts quand elle était petite, et je l'ai élevée comme ma propre fille. Sébastienne fit une pause, les yeux embués de larmes. Pendant sa grossesse, elle a développé un fantasme. Vous, monsieur Moreau, vous étiez toujours gentil avec elle. Vous la saluiez, lui demandiez comment elle allait, la traitiez avec respect, ce que peu de gens faisaient. Pour une fille en manque d'affection comme Carla, ces petits gestes signifiaient tout pour elle. Robert sentit un malaise grandissant. Il essayait toujours d'être poli avec tous les employés, mais il n'aurait jamais imaginé que cela puisse être interprété différemment. Carla a commencé à fantasmer que vous étiez le père de son bébé, poursuivit Sébastienne. Elle gardait des coupures de journaux avec votre photo, lisait des articles sur vous, inventait des histoires selon lesquelles vous aviez une romance secrète. J'ai essayé de la ramener à la réalité, je vous jure que j'ai essayé, mais elle était si perdue dans son fantasme que rien de ce que je disais ne faisait de différence. Elle a même écrit des lettres pour vous qu'elle n'a jamais envoyées, des journaux intimes entiers sur cet amour imaginaire. Isabelle écoutait tout en silence, balançant ses petites jambes qui n'atteignaient pas le sol. Robert réalisa que l'enfant avait probablement déjà entendu cette histoire de nombreuses fois. Quand Isabelle est née, Carla a eu des complications à l'accouchement. Elle a passé des jours à l'hôpital, délirant, vous appelant. Et puis, elle est partie, me laissant cette petite ici. Sébastienne caressa tendrement la tête d'Isabelle. J'ai gardé la fillette, je l'ai élevée comme j'ai pu. Mais ensuite, le diagnostic est tombé, il y a 6 mois. Un cancer à un stade avancé.
Les médecins ont dit que j'avais au maximum 1 an, mais mon corps est trop fatigué. Je ne tiendrai pas si longtemps. » Robert sentit le poids de cette révélation. « Mais pourquoi avez-vous entretenu le fantasme de l'enfant? Pourquoi lui avez-vous dit que j'étais son père ?» Sébastienne essuya les larmes qui commençaient à couler. « Parce que je ne savais pas quoi faire, parce qu'elle est si petite, si innocente. Parce que son père biologique n'a jamais voulu entendre parler d'elle et que je ne connaissais même pas son nom complet pour le chercher. Parce que je suis en train de mourir et que j'ai une peur bleue de penser à cet enfant seul au monde, jeté dans un orphelinat ou pire, dans la rue. » Sa voix se brisa. « Je sais que c'était mal, je le sais. Mais quand je lui ai montré la photo de vous et de votre femme dans ce vieux journal, quand je lui ai dit que vous étiez son père et qu'un jour vous viendriez la chercher, ses yeux se sont mis à briller d'une façon que je n'avais pas vue. Depuis des mois. Pour la première fois, elle avait de l'espoir. » Robert se passa les mains sur le visage, essayant de tout assimiler. La situation était absurde, tragique, impossible. Il était allé sur ce pont pour mettre fin à ses jours, et maintenant, il était assis dans une baraque de bidonville, écoutant l'histoire d'une femme qui avait créé un fantasme élaboré l'impliquant, lui et une enfant qui n'était même pas la sienne. « Mais comment vous êtes-vous rencontrés aujourd'hui ? Comment savait-elle que je serais sur le pont? Elle ne le savait pas, admit Sébastienne. Isabelle s'est enfuie de la maison cette nuit. J'étais si mal que je me suis endormi, et quand je me suis réveillé, elle n'était plus là. J'ai dû délirer et dire quelque chose sur vous, sur le fait de chercher son père. La petite a dû penser qu'elle devait aller vous chercher. Le pont est juste là-haut. Elle y va parfois pour voir les belles voitures passer. » « C'était le destin, » dit soudain Isabelle, sa voix douce coupant la tension. « Tante Sébastienne dit toujours que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Tu étais là, j'étais... Là on s'est trouvés. » Robert regarda cette petite enfant, trempée, tenant un vieil ours en peluche comme si c'était son plus grand trésor. Elle le regardait avec une confiance absolue, comme s'il était vraiment la réponse à tous ses problèmes. Et puis, il se souvint d'où il était, de ce qu'il s'apprêtait à faire avant l'apparition d'Isabelle. Était-ce vraiment une simple coïncidence? Lui, au moment le plus sombre de sa vie, sur le point de commettre l'irréparable, interrompu par une enfant qui avait désespérément besoin d'un père. Robert n'était pas croyant, mais à ce moment-là, même, lui devait admettre qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans cette rencontre. « Monsieur Moreau, » dit Sébastienne, sa voix faible mais urgente, « je ne vous demande pas de prétendre être son père biologique. Je ne vous demande pas d'argent, ni de faveur, ni quoi que ce soit de ce genre. Je vous supplie seulement de ne pas laisser cette fillette aller dans un orphelinat. Elle mérite une chance dans la vie, une chance que je ne peux plus lui donner. Vous êtes un homme bon, je l'ai toujours su. Carla le voyait en vous-même à travers son fantasme. Je ne sais pas m'occuper d'un enfant, protesta Robert. Je ne sais rien sur le fait d'être père. Ma femme et moi n'avons jamais pu avoir d'enfant. Je ne suis pas préparé à ça. » « Personne n'est préparé, » répondit Sébastienne avec un triste sourire. « Mais on apprend. Et vous avez des ressources. Vous avez les moyens de lui donner tout ce que je n'ai jamais pu lui offrir. Une maison sûre, une bonne école, de la nourriture sur la table, un avenir. C'est tout ce que je veux pour ma petite. » Robert resta silencieux un long moment. Son esprit était en ébullition. Quelques heures plus tôt, il avait décidé que sa vie n'avait plus de sens, que plus rien ne valait la peine sans Hélène. Mais maintenant, en regardant Isabelle, ses grands yeux pleins d'espoir, quelque chose en lui commençait à bouger comme un moteur rouillé essayant de redémarrer. « Je dois réfléchir, » dit-il finalement. « C'est trop important pour décider comme ça, d'une minute à l'autre. » Sébastienne hocha la tête compréhensive. « Je comprends. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, monsieur Moreau. Mon corps est en train de lâcher. Je peux tenir des jours, peut-être des semaines, mais pas beaucoup plus. » Robert se leva, sentant le poids de cette décision sur ses épaules. Il regarda autour de lui dans la baraque misérable, puis vers Isabelle, qui l'observait avec un mélange d'espoir et de peur. La semaine suivante fut la plus confuse de la vie de Robert Moreau. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Isabelle, à ses yeux pleins d'espoir, à la situation désespérée de Sébastienne. Pendant la journée, il essayait de se concentrer sur les affaires de l'entreprise, mais son esprit revenait toujours à cette humble baraque dans le bidonville. La nuit, seul dans son hôtel particulier vide, il buvait moins qu'à son habitude, comme si une partie de lui avait besoin d'être sobre pour prendre cette décision impossible.
Le 3e jour après leur rencontre sur le pont, Robert retourna au bidonville. Il apporta avec lui des sacs de courses, de la nourriture, des médicaments pour Sébastienne qu'il avait demandé à un ami médecin de prescrire. Quand Isabelle le vit arriver, son visage tout entier s'illumina. « Papa est revenu !» cria-t-elle, courant vers lui et serrant ses jambes avec force. Robert sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine face à cet enthousiasme. Personne n'avait été aussi heureux de le voir depuis longtemps. « Bonjour Isabelle, j'ai apporté quelque chose pour toi et pour tante Sébastienne. » Sébastienne était plus mal en point que la dernière fois. Elle pouvait à peine s'asseoir et sa respiration était laborieuse. Mais quand elle vit Robert, ses yeux brillèrent de gratitude. « Merci, monsieur Moreau. Vous n'étiez pas obligé. »« Je le voulais, » répondit-il, et il réalisa que c'était vrai. Lors de cette visite, Robert resta quelques heures. Isabelle lui montra ses dessins, tous faits avec des crayons de couleur usés sur des morceaux de papier que Sébastienne parvenait à trouver. La plupart représentaient des maisons, de grandes maisons colorées, avec des jardins et des arbres. « Une maison pour moi et pour toi, papa », expliqua-t-elle, montrant un des dessins où 2 bonshommes en bâton se tenaient la main devant une immense demeure. « C'est très joli », dit Robert, sentant à nouveau ce serrement dans sa poitrine. Les jours suivants, les visites devinrent une routine. Robert commença à apporter des jouets, des vêtements neufs, des livres pour enfants. Isabelle l'attendait toujours avec ce sourire radieux qui semblait illuminer même la plus sombre des baraques. Sébastienne, percevant le lien qui se formait, profitait des moments où la fillette était distraite pour parler avec Robert. « Elle s'attache à vous, » dit la femme lors d'un de ces moments, sa voix faible. « Je vois la façon dont elle vous regarde. Pour elle, vous êtes déjà son vrai père. » Robert observait Isabelle jouer avec une nouvelle poupée qu'il lui avait apportée. « Je sais, et ça me fait peur. Et si je n'arrive pas à être ce dont elle a besoin? Et si je la déçois? »« Vous êtes déjà plus que ce que j'aurais jamais pu lui offrir, » répondit Sébastienne. « Regardez-la, monsieur Moreau. Quand l'avez-vous vue aussi heureuse pour la dernière fois? » C'était vrai. Isabelle semblait être une enfant différente. Ses yeux brillaient, elle souriait constamment, racontait des histoires sur ce qu'elle ferait quand elle irait vivre dans la grande maison avec son papa. Robert se rendait compte qu'il était emporté par un courant émotionnel qu'il ne savait pas contrôler. Ce fut lors d'une de ses visites, près de 2 semaines après leur première rencontre, que Sébastienne eut une crise grave. Elle se mit à tousser du sang, son corps tremblant violemment. Robert n'hésita pas une seconde, la prit dans ses bras, maigre et légère comme une enfant, et la transporta en courant jusqu'à sa voiture. Isabelle vint avec eux, effrayée, tenant la main de Robert pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital. Aux urgences, les médecins furent directs. Sébastienne n'en avait plus pour longtemps. Des jours, peut-être une semaine, mais pas plus. Le cancer s'était trop propagé et son corps ne répondait plus à aucun traitement. Robert paya pour une chambre privée, s'assurant qu'elle ait tous les soins nécessaires pour être confortable. « Et maintenant ?» demanda Sébastienne depuis son lit d'hôpital, regardant Isabelle qui dormait dans un fauteuil à côté, épuisée par cette nuit traumatisante. « Qu'est-ce qui va lui arriver ?» Robert regarda la fillette endormie, son ours en peluche serré contre sa poitrine. À cet instant, quelque chose en lui céda finalement. Peut-être était-ce l'épuisement émotionnel, peut-être le fait de voir cette femme lutter contre son départ inévitable, ou peut-être simplement le fait de réaliser que pour la première fois en 2 ans, il avait une raison de vivre qui n'était pas sa propre douleur. « Je vais m'occuper d'elle, » dit-il, les mots sortant avant même qu'il puisse y réfléchir. « Je vais l'emmener chez moi. Je vais m'assurer qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. » Sébastienne se mit à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur son visage pâle. « Merci, merci infiniment. Maintenant, je peux partir en paix, en sachant que ma petite sera bien. » Robert passa la nuit à l'hôpital, dormant sur une chaise inconfortable, se réveillant chaque fois qu'Isabelle bougeait ou que Sébastienne toussait. Le matin, il appela son avocate, maître Fabienne Richard, l'une des meilleures spécialistes en droit de la famille de Paris, et lui expliqua la situation. Elle écouta tout en silence, puis soupira. « Robert, c'est compliqué, très compliqué. Vous n'avez aucun lien légal avec cet enfant.
Pour l'adopter, vous devrez passer par toute la procédure légale, qui peut prendre des mois, voire des années. Et si le père biologique apparaît et revendique la paternité, les choses peuvent devenir très difficiles. Mais c'est possible, insista Robert. C'est possible, oui. Il me faudra tous les documents de la fillette, acte de naissance, preuve du décès de la mère, déclaration de la tutrice actuelle cédant la garde. Nous devrons entamer une procédure d'adoption formelle. En attendant, vous pouvez essayer d'obtenir la garde provisoire, mais cela dépendra du juge. Alors commencez la procédure, faites le nécessaire. Dans les jours qui suivirent, Robert transforma son hôtel particulier. Il engagea des décorateurs pour transformer la chambre qui aurait dû être celle de l'enfant qui n'était jamais venu en un véritable paradis pour enfants. Murs peints de châteaux et de princesses, un lit en forme de carrosse, des étagères remplies de livres et de jouets. Il engagea également une gouvernante, Madame Agnès, une femme d'une 50aine d'années, expérimentée et maternelle, pour l'aider avec les soins qu'il ne savait pas encore donner. Sébastienne décéda 5 jours après son admission à l'hôpital. Ce fut paisible, entouré de Robert et d'Isabelle, qui ne comprenaient pas entièrement ce qui se passait mais sentaient qu'elle disait adieu. « Tante Sébastienne va au ciel, comme ma maman ?» demanda-t-elle, et Robert, ravalant la boule dans sa gorge, confirma que oui. Les funérailles furent simples, payées par Robert avec des fleurs blanches et quelques rares personnes du bidonville qui connaissaient Sébastienne. Isabelle resta aux côtés de Robert tout le temps, lui tenant la main fermement, comme si elle avait peur qu'il disparaisse lui aussi. Quand on descendit le cercueil, elle se mit à pleurer, et Robert la prit dans ses bras, la laissant mouiller son costume coûteux de larmes d'enfant. « Elle est avec maman maintenant ?» demanda Isabelle entre 2 sanglots. « Oui, elle l'est », répondit Robert, surpris par la conviction dans sa propre voix. « Elles sont toutes les 2 ensemble, et elles veillent sur nous de là-haut. » Après les funérailles, Robert emmena Isabelle dans son hôtel particulier. La fillette resta bouche bée en voyant l'immense maison, le jardin gigantesque, la piscine étincelante. Quand il ouvrit la porte de sa nouvelle chambre, elle se figea, incapable d'assimiler tant de beauté. « Tout ça, c'est à moi ?» murmura-t-elle. « C'est tout à toi », confirma Robert, ressentant une étrange satisfaction en voyant le bonheur pur sur le visage de la fillette. Isabelle courut à travers la chambre, touchant à tout, explorant chaque recoin, riant pour la première fois depuis que l'état de Sébastienne s'était aggravé. Robert observait depuis la porte, et Madame Agnès, à ses côtés, commenta à voix basse « Vous avez fait une bonne chose, monsieur Moreau. Cette petite a besoin de quelqu'un, et vous aussi. » Il ne répondit pas, mais il savait qu'elle avait raison. Les premiers jours furent une adaptation constante. Isabelle se réveillait en pleurant au milieu de la nuit, appelant Sébastienne, et Robert se précipitait dans sa chambre, la prenait dans ses bras, la calmait jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Il apprit à faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginé faire, préparer de la bouillie, donner le bain, raconter des histoires avant de dormir, vérifier s'il y avait des monstres sous le lit. Robert réduisit aussi considérablement sa charge de travail. Marcel, son associé, fut surpris mais le soutint. « Mec, c'est la première fois depuis des années que je te vois avec une lueur dans les yeux. Cette gamine te fait du bien. » Et c'était vrai. Robert se rendait compte qu'il buvait de moins en moins, qu'il se réveillait le matin avec un but, qu'il souriait davantage. L'hôtel particulier, autrefois un mausolée silencieux, résonnait maintenant de rires d'enfants, de musique de dessins animés, du joyeux désordre qu'un enfant apporte. 3 semaines après qu'Isabelle eut emménagé, Robert commençait à croire que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient bien se passer. La fillette s'adaptait bien, fréquentait une petite école privée où elle s'était déjà fait des amis, et le lien entre eux se renforçait chaque jour. Elle l'appelait « papa », avec un tel naturel que même Robert commençait à se sentir à l'aise avec ce titre. Ce fut un après-midi de janvier que tout changea. Robert était dans le bureau de sa demeure, révisant des projets de l'entreprise, quand Madame Agnès apparut à la porte avec une expression inquiète. « Monsieur Moreau, il y a un jeune homme à la porte qui dit qu'il doit vous parler. Il dit que c'est à propos d'Isabelle. Il n'a pas voulu donner son nom, mais il a l'air nerveux. » Robert sentit son estomac se nouer. Quelque chose dans cette situation n'allait pas. Il descendit jusqu'au portail et trouva un jeune d'environ 25 ans. Mince, avec des vêtements simples et un regard calculateur,
dont Robert se méfia immédiatement. Le jeune homme avait des tatouages sur les bras et une posture qui se voulait assurée, mais qui trahissait une insécurité. « Vous êtes Robert Moreau ?» demanda le jeune homme. « C'est moi. »« Et vous êtes ?»« Je m'appelle Théo Duval, et je suis le père biologique d'Isabelle. » Robert eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Maître Richard l'avait averti de cette possibilité, mais il avait commencé à croire que le père biologique n'apparaîtrait jamais. « Comment savez-vous où j'habite? Comment êtes-vous au courant pour Isabelle ?» Théo eut un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Ah, les nouvelles vont vite dans le bidonville, mon pote. Quand tante Sébastienne a été admise dans cet hôpital de luxe, les gens ont commencé à parler. Ils disaient qu'un Richard était apparu, qu'il s'occupait de la petite. J'ai mené mon enquête et j'ai découvert toute l'histoire. » Il croisa les bras. « Et maintenant, je viens chercher ma fille. Votre fille. » Robert sentit la colère monter. « Où étiez-vous quand Carla était enceinte? Où étiez-vous quand la petite est née? Où étiez-vous quand Sébastienne l'élevait seule dans le besoin? Et où étiez-vous quand Sébastienne était en train de mourir et avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de l'enfant ?» Théo haussa les épaules sans montrer le moindre remords. « Écoute, j'étais jeune, je n'étais pas prêt à être père. C'est Carla qui a décidé de garder l'enfant. Je ne voulais pas en entendre parler. Mais maintenant, les choses ont changé. »« Changé comment ?» demanda Robert, connaissant déjà la réponse mais voulant l'entendre de la bouche de cet individu. « Maintenant, je suis plus mature, non ? Prêt à assumer mes responsabilités. Et j'ai vu que ma fille vit dans un hôtel particulier, avec un type riche, ça change tout. »« Vous voulez de l'argent ?» dit Robert, ce n'était pas une question. Théo rit un son désagréable. « T'es malin, toi. Écoute, soyons directs. Tu n'as aucun droit sur cette gamine. C'est ma fille, c'est sur son acte de naissance. Je peux débarquer maintenant et l'emmener, et tu ne pourras rien faire pour m'en empêcher. » Robert fit un pas en avant, et bien qu'il soit bien plus âgé que Théo, sa présence était intimidante. « Vous ne vous approcherez pas de cet enfant. Je me battrai pour elle en justice s'il le faut. » « La justice ?» Théo rit de nouveau. « Mon pote, tu crois qu'un juge va... enlever une fille à son père biologique pour la donner à un étranger? Peu importe combien d'argent tu as, la loi est de mon côté. Alors, allez en justice, » le défia Robert. « On verra ce que le juge dira quand il saura que vous avez abandonné la mère enceinte, que vous n'avez jamais donné un centime pour élever l'enfant, et que vous n'êtes apparu que maintenant parce que vous avez découvert qu'elle est avec quelqu'un qui a de l'argent. » Théo perdit un peu de son assurance. « Écoute, ça n'a pas besoin de se... Pincer comme ça, on peut trouver un accord. Tu veux la gamine, j'ai besoin d'argent, c'est simple. Tu me verses une bonne pension, je sais pas, disons 10 000 par mois, et je signe les papiers de l'adoption. Je te la laisse tranquille. » Robert ressentit du dégoût. « Vous essayez de me faire chanter. »« Je propose une solution, » corrigea Théo. « Pense-y, mec. 10 000 euros par mois, ce n'est rien pour toi. Tu dois dépenser ça en 20 en un week-end. Pour moi, ça fait une différence. Et tu gardes la gamine, tout le monde est content. »« Je ne vous donnerai pas un centime, » dit Robert fermement. « Si vous voulez vous battre pour la garde, nous irons au tribunal, mais je ne me laisserai pas faire chanter. » Théo devint rouge de colère. « Tu vas le regretter. Je vais prendre un avocat, aller en justice et je te l'enlèverai. Et quand je gagnerai parce que je vais gagner, tu ne la reverras plus jamais, compris? Quittez ma propriété maintenant, ou j'appelle la police. » Théo cracha par terre, un geste de mépris délibéré et s'éloigna. « Tu viendras me chercher, » cria-t-il, « et quand tu viendras, le prix aura augmenté. » Robert resta immobile, regardant le jeune homme s'éloigner. Ses mains tremblèrent de colère et de peur. Il savait que Théo ne bluffait pas sur le fait d'aller en justice, et il savait aussi que, malgré tout son argent et son influence, la loi française avait tendance à favoriser les liens biologiques. Il rentra dans la maison et appela immédiatement Maître Richard. « Nous devons parler. D'urgence. Le père biologique est apparu. » 1 heure plus tard, l'avocate était dans son bureau, écoutant Robert relater sa rencontre avec Théo. Elle prenait des notes, son visage devenant de plus en plus sérieux. « Robert, je vais être honnête avec vous. Cela complique beaucoup les choses. S'il dépose une demande de garde en invoquant la paternité biologique, ce sera une bataille difficile, très difficile. Mais il a abandonné l'enfant. Il n'est apparu que maintenant à cause de l'argent. Je sais, et nous allons nous en servir. Nous allons plaider l'abandon affectif et matériel.
Nous allons montrer qu'il n'est apparu que par intérêt financier. Mais la réalité, c'est qu'il est le père biologique. C'est sur l'acte de naissance. Et la loi accorde beaucoup de poids à cela. Fabienne soupira. Nous allons devoir monter un dossier solide. J'aurai besoin de témoins du bidonville qui pourront confirmer qu'il ne s'est jamais soucié de la fillette, des dossiers médicaux d'Isabelle, montrant que c'est vous qui vous en occupez, des évaluations psychologiques démontrant que l'intérêt supérieur de l'enfant est de rester avec vous. Faites le nécessaire, dit Robert. Je ne laisserai pas cet homme emmener Isabelle. Elle a déjà trop perdu dans sa vie. Elle mérite la stabilité, l'amour, la sécurité. Et elle a tout cela avec vous, acquiesça Fabienne. Mais préparez-vous, Robert. Ce sera une lutte longue et douloureuse. Et à la fin, je ne peux pas garantir que nous gagnerons. Cette nuit-là, Robert ne parvint pas à dormir. Il resta à fixer le plafond, pensant à toutes les façons dont cette situation pourrait mal se terminer. Isabelle dormait dans la chambre d'à côté, tranquille, innocente, sans imaginer la tempête qui approchait. Comment pourrait-il lui expliquer qu'elle devrait peut-être partir? Comment pourrait-il briser le cœur de cet enfant qui avait déjà tant perdu? Les jours suivants, maître Richard travailla sans relâche. Elle obtint des témoignages de voisins du bidonville qui confirmèrent que Théo avait abandonné Carla en apprenant sa grossesse. Elle obtint des registres de l'hôpital montrant qu'il n'avait jamais rendu visite à Isabelle à sa naissance, n'avait jamais rien payé de l'accouchement. Elle rassembla des documents prouvant que Robert finançait tout pour la fillette, école, vêtements, nourriture, suivi psychologique pour gérer ses pertes. Pendant ce temps, Théo ne resta pas inactif non plus. Il se présenta avec un avocat bon marché mais combatif qui déposa une demande de garde formelle, alléguant que son client avait mûri et était maintenant prêt à assumer ses responsabilités paternelles. La demande était accompagnée d'une déclaration émouvante où Théo se disait repentant de ses erreurs passées et désespéré de renouer avec sa fille. Le mois précédant l'audience fut le plus difficile de la vie de Robert depuis le départ d'Hélène. Il essayait de maintenir une normalité pour Isabelle, l'emmenant à l'école, jouant avec elle dans le jardin, lui lisant des histoires avant de dormir. Mais l'enfant était trop intelligente pour ne pas remarquer que quelque chose n'allait pas. « Papa, pourquoi tu es triste ?»« Parfois, demanda-t-elle un soir alors que Robert la mettait au lit. Il lui caressa les cheveux, cherchant les mots justes. « C'est que papa est un peu inquiet pour certaines choses, ma princesse, mais tout va bien se passer. »« C'est à cause de l'homme bizarre qui est venu ici ? Madame Agnès m'a dit qu'un homme était venu te parler et que tu t'es fâché. » Robert sentit une pointe d'inquiétude. Madame Agnès n'aurait rien dû dire, mais c'était fait. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, ma chérie. Papa va tout arranger. » Mais Isabelle n'était pas facile à duper. « Est-ce que cet homme veut m'emmener ? J'ai entendu Madame Agnès parler au téléphone avec quelqu'un. Elle était inquiète. » Robert prit une profonde inspiration. Il avait évité cette conversation, mais maintenant, il n'avait plus le choix. « Écoute, Isabelle, tu te souviens de ce que tante Sébastienne t'a raconté sur ta naissance ? Sur ta maman ?» La fillette hocha la tête. « Ma maman est allée au ciel quand je suis né, et elle t'aimait beaucoup, papa. C'est pour ça que tu es mon papa. Oui, mais il y a une autre personne, un homme qui était là aussi quand tu es né. C'est ton père biologique, ce qui veut dire qu'il a aidé à te faire naître. Mais il est parti. Il n'a pas voulu s'occuper de toi. Maintenant, il est revenu et il dit qu'il veut t'emmener. » Les yeux d'Isabelle s'emplirent de larmes. « Mais je ne veux pas y aller. Je ne le connais pas. C'est toi, mon papa. Tu t'occupes de moi, tu joues avec moi, tu m'aimes. Lui, il ne m'aime pas. Il n'est jamais venu me voir avant. » Robert sentit son cœur se briser. « Je sais, ma princesse, et je vais me battre pour que tu restes avec moi. Nous allons aller dans un endroit appelé le tribunal, où un juge très sage va écouter tout le monde et décider ce qui est le mieux pour toi. Et s'il décide que je dois partir ? Je ne laisserai pas ça arriver, promit Robert, même s'il ne savait pas s'il pourrait tenir cette promesse. Tu es ma fille maintenant, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger. » Isabelle se jeta dans ses bras en pleurant. « Je ne veux pas d'autre papa, sanglota-t-elle. Je veux rester avec toi pour toujours. » Robert la serra contre sa poitrine, sentant ses propres larmes menacées de couler. « Et tu resteras, murmura-t-il, je te le promets. » Maître Richard prépara Robert de manière exhaustive pour l'audience.
Ils passèrent des heures à revoir les questions que le juge pourrait poser, à examiner les documents, à répéter les arguments. Elle fit également venir une psychologue pour enfants pour parler à Isabelle et faire une évaluation. Le rapport de la psychologue fut clair. La fillette avait développé un lien sain et fort avec Robert, et la retirer de cet environnement pourrait causer un traumatisme émotionnel important. Mais Fabienne restait prudente. « Robert, vous devez comprendre que, même avec tout cela, nous n'avons aucune garantie de victoire. Le juge prendra en compte de nombreux facteurs, et le fait que Théo soit le père biologique pèse lourd. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Que je devrais accepter son chantage? Payer cette fameuse pension? » Fabienne hésita. « Je ne dis pas ça. Mais je veux que vous soyez préparés à n'importe quel résultat. Et si le juge décide en faveur de Théo pour la garde provisoire, nous pourrons faire appel, mais cela prendra du temps. »« Nous n'avons pas le temps, » dit Robert amèrement. « Isabelle a déjà subi trop de pertes. Je ne peux pas la laisser en subir une de plus. » Le jour de l'audience arriva enfin. C'était un matin nuageux de février, avec une menace de pluie. Robert enfila son plus beau costume, mais il avait l'impression d'aller à une exécution. Madame Agnès s'occuperait d'Isabelle jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de l'amener au tribunal. Le palais de justice était bondé, comme toujours. Robert et maître Richard arrivèrent en avance et s'installèrent dans une des salles d'attente. Quelques minutes plus tard, Théo arriva avec son avocat, un homme d'âge moyen à l'apparence négligée. Théo avait essayé de s'arranger pour l'occasion, portant une chemise qui semblait avoir été empruntée, mais son malaise était évident. Les deux hommes se regardèrent brièvement, et Robert vit en Théo non pas un père repentant, mais un opportuniste calculateur. Cela ne fit que renforcer sa détermination à remporter cette bataille. L'audience commença ponctuellement à 10 heures. Le juge était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants, à l'expression sérieuse mais pas sévère. Juge Auguste Perrin, selon la plaque sur son bureau. Il parcourut les documents pendant quelques minutes avant de commencer. « Bien, dit-il finalement, sa voix calme mais autoritaire. Nous sommes ici pour statuer sur la garde de la mineure Isabelle Marie Dubois, actuellement sous la responsabilité de M. Robert Moreau, mais dont la garde est revendiquée par le père biologique, M. Théo Duval. Je vais entendre les deux parties et prendrai ensuite ma décision en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant. » L'avocat de Théo fut le premier à parler. Il présenta son cas avec une rhétorique dramatique, parlant du repentir sincère de son client, de la façon dont Théo avait été jeune et immature, mais était maintenant prêt à assumer ses responsabilités. Il insista à plusieurs reprises sur les liens biologiques, arguant qu'aucune somme d'argent ne pouvait remplacer l'amour d'un vrai père. Robert dut se retenir de lever les yeux au ciel. Quand vint le tour de maître Richard, elle fut méthodique et directe. Elle présenta les preuves de l'abandon de Théo, les témoignages des voisins, les dossiers hospitaliers. Elle montra des photos d'Isabelle heureuse et en bonne santé dans la demeure de Robert, d'excellents bulletins scolaires, l'évaluation psychologique positive. « Votre honneur, dit-elle avec conviction. Monsieur Théo Duval n'a manifesté aucun intérêt pour sa fille, jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle était sous la garde d'un homme riche. Ce n'est pas de la paternité responsable, c'est de l'opportunisme financier. Monsieur Robert Moreau, en revanche, a donné à Isabelle tout ce dont elle a besoin, non seulement matériellement, mais aussi émotionnellement. Il l'a sauvée d'une situation d'extrême vulnérabilité et a été un véritable père pour elle. » Le juge écouta tout avec attention, prenant des notes occasionnelles. Puis il se tourna vers Théo. « Monsieur Duval, j'aimerais vous entendre directement. Pourquoi n'avez-vous pas cherché votre fille plus tôt? Pourquoi n'apparaissez-vous que maintenant ?» Théo déglutit. Il avait été briefé par son avocat, mais il semblait tout de même nerveux. « Votre honneur, je sais que j'ai fait des erreurs par le passé. J'étais très jeune quand Carla est tombée enceinte. J'avais seulement 21 ans, je n'étais pas prêt à être père. J'ai paniqué et j'ai pris une mauvaise décision. Mais pendant toutes ces années, j'ai pensé à ma fille. Je me suis repenti de ce que j'ai fait. Quand j'ai appris que tante Sébastienne était décédée et qu'Isabelle était avec un étranger, j'ai accouru. »« Un étranger qui s'est occupé d'elle avec amour et dévouement, » interrompit maître Richard. « Un étranger qui était là quand vous n'y étiez pas. » Le juge leva la main, demandant le silence. « Monsieur Duval
Avez-vous les moyens financiers de vous occuper d'un enfant? Théo hésita. Eh bien, pour le moment, je suis au chômage, mais je cherche du travail. Et si vous me donnez la garde, je vais me battre, je ferai tout ce qu'il faut. Et où comptez-vous vivre avec l'enfant? Théo regarda son avocat, qui lui chuchota quelque chose à l'oreille. Je vis chez ma mère, dans une maison simple, mais c'est un foyer plein d'amour. Le juge se tourna vers Robert. Monsieur Moreau, vous n'avez aucun lien biologique avec l'enfant. Pourquoi avez-vous décidé de l'accueillir? Robert prit une profonde inspiration. C'était la question qu'il avait répétée, mais maintenant, dans le moment présent, les mots préparés semblaient inadéquats. Il décida de parler avec son cœur. Votre honneur, il y a 2 ans, j'ai perdu ma femme dans un accident. Elle était tout pour moi. Nous avons essayé d'avoir des enfants pendant des années, mais nous n'avons pas pu. Quand elle est partie, j'ai perdu non seulement ma compagne, mais aussi le rêve d'être père. Je suis entré dans une spirale de dépression et de désespoir. Robert fit une pause, sentant l'émotion menacer de briser sa voix. La nuit où j'ai rencontré Isabelle, j'étais sur le pont de Bir Hakeim, prévoyant de mettre fin à mes jours. Je ne voyais plus de sens à continuer. Le silence dans la salle était absolu. Même l'avocat de Théo semblait touché. Et puis, continua Robert, une petite fille trempée par la pluie est apparue, tenant un vieil ours en peluche, m'appelant papa. Elle était perdue, effrayée, seule au monde. À cet instant, quelque chose a changé en moi. Pour la première fois en 2 ans, j'avais une raison de vivre qui n'était pas ma propre douleur. Isabelle n'est pas seulement entrée dans ma vie, elle m'a sauvé. Le juge Perrin était clairement ému, mais il garda sa contenance professionnelle. Et êtes-vous préparé au défi d'élever un enfant? C'est une responsabilité qui dure toute une vie. Je le sais, votre honneur, et je sais que je ne suis pas parfait, j'apprends chaque jour à être un meilleur père, mais ce que je peux lui offrir, c'est un amour inconditionnel, la stabilité et l'engagement d'être présent à chaque moment de sa vie. Isabelle a déjà perdu sa mère biologique et sa tutrice. Elle mérite quelqu'un qui ne l'abandonnera pas à nouveau. Théo bougea mal à l'aise sur sa chaise. Son avocat demanda la parole. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, les sentiments ne changent rien au fait que mon client est le père biologique. La loi reconnaît l'importance des liens du sang. La loi reconnaît aussi l'abandon affectif et matériel, rétorqua maître Richard. Votre client a eu 4 ans pour se manifester. Il ne l'a fait que lorsqu'il a su qu'il y avait de l'argent en jeu. Ce n'est pas vrai, protesta Théo, mais sa voix manquait de conviction. Le juge leva à nouveau la main. Je vais faire venir l'enfant pour discuter avec elle. Je veux l'entendre directement. 15 minutes plus tard, Isabelle entra dans la salle accompagnée de Madame Agnès. Elle portait une simple mais jolie robe bleue, ses cheveux attachés en 2 petites tresses. Quand elle vit Robert, elle courut vers lui et s'agrippa à sa jambe. Le juge sourit gentiment. « Isabelle, n'aie pas peur. Je veux juste te poser quelques questions, d'accord ?» La fillette hocha la tête, mais ne lâcha pas Robert. Le juge descendit de son estrade et s'agenouilla à son niveau, un geste qui surprit tout le monde dans la salle. « Isabelle, sais-tu qui est ce monsieur là-bas » Il désigna Théo. La fillette le regarda et secoua la tête négativement. « Je ne l'ai jamais vu avant. Il dit qu'il est ton papa. Qu'est-ce que tu en penses ?» Isabelle fronça les sourcils, confuse. « Mais mon papa, c'est lui. » Elle serra la main de Robert. « Il s'occupe de moi. Il joue avec moi. Il m'emmène à l'école. C'est mon vrai papa. » Et si cet autre monsieur voulait t'emmener vivre avec lui? Les yeux d'Isabelle s'emplirent immédiatement de larmes. « Non, je ne veux pas, je ne le connais pas. S'il vous plaît, ne m'enlevez pas à mon papa. » Elle se mit à pleurer, s'agrippant à Robert avec force. « Je promets que je serai sage, je le promets, mais ne me renvoyez pas. » Robert la prit dans ses bras, essayant de la calmer, tandis que ses propres larmes coulaient enfin. « Tout va bien, ma princesse, personne ne va t'enlever à moi. » Le juge se releva, visiblement ému. Il regarda Théo avec une expression dure. « Monsieur Duval, puis-je vous poser une question? Si je vous accorde la garde, que comptez-vous faire ?» Théo hésita, réalisant qu'il était mis à l'épreuve. « Je m'occuperai d'elle, bien sûr. Je serai un bon père. » « Et financièrement? Comment allez-vous subvenir aux besoins d'un enfant en étant au chômage? » « Eh bien, je pensais que Monsieur Moreau pourrait peut-être aider avec une pension. Après tout, il en a les moyens. »« Ah oui, dit le juge, sa voix chargée de sarcasme. «
Une pension. C'est bien cela qui vous a amené ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Non pas l'amour pour votre fille, ni un repentir sincère, mais la perspective de recevoir de l'argent d'un homme riche. Ce n'est pas comme ça, protesta faiblement Théo. Monsieur Duval, je travaille dans ce tribunal depuis 30 ans. J'ai vu des centaines de cas comme celui-ci. Et je sais reconnaître l'intérêt financier quand je le vois. Le juge retourna à son siège. L'enfant ne vous connaît manifestement pas, n'a aucun lien affectif avec vous, et est visiblement terrifié à l'idée d'être séparé de Monsieur Moreau. Vous n'avez démontré aucune preuve de votre capacité ou de votre volonté d'être un père présent et responsable. Mais je suis le père biologique, argumenta l'avocat de Théo. Ça doit bien compter pour quelque chose. Ça compte, en effet, reconnut le juge. Mais ce n'est pas le seul facteur. Ma responsabilité ici n'est pas de défendre des droits biologiques, c'est de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Et il est clair pour moi que l'intérêt supérieur d'Isabelle est de rester avec Robert Moreau. Robert pouvait à peine croire ce qu'il entendait. Théo devint livide. « Votre honneur, ce n'est pas juste. Vous savez ce qui n'est pas juste, monsieur Duval. Abandonner une femme enceinte, ne donner aucun soutien financier ou émotionnel à sa fille pendant 4 ans, n'apparaître que lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Ce n'est pas être un père, c'est être un opportuniste. » Le juge frappa de son marteau. « J'accorde la garde provisoire d'Isabelle Marie Dubois à monsieur Robert Moreau. Monsieur Duval a le droit de faire appel, mais je vous préviens que je ne vois aucun fondement pour renverser cette décision. L'audience est levée. » Théo se leva furieux, jurant à voix basse. Son avocat tenta de le calmer, mais il le repoussa et sortit de la salle en claquant la porte. Robert savait que ce n'était pas complètement terminé. Théo pouvait encore faire appel, mais il savait aussi que l'homme était là pour l'argent. Sans la possibilité d'extorquer une pension facile, ses chances de continuer à se battre étaient minimes. Maître Richard serra l'épaule de Robert. « Nous avons réussi. La garde provisoire est un pas énorme. Nous allons commencer la procédure d'adoption formelle immédiatement. » Robert pouvait à peine parler. Il tenait simplement Isabelle, qui avait cessé de pleurer et le serrait maintenant fort dans ses bras. « Je peux rester avec toi, papa? Pour toujours? »« Pour toujours, » promit-il, et cette fois, il savait qu'il pourrait tenir sa promesse. Les mois suivants apportèrent d'autres défis bureaucratiques, mais Théo ne réapparut jamais. Maître Richard découvrit qu'il avait tenté de poursuivre Robert en justice au civil pour dommages et intérêts moraux, mais la plainte fut sommairement rejetée. Finalement, Théo disparut tout simplement, réalisant probablement qu'il ne pourrait tirer aucun argent de cette situation. L'adoption d'Isabelle fut officialisée 6 mois après. L'audience lors d'une cérémonie simple mais émouvante dans le même tribunal. Le juge Auguste Perrin, qui avait présidé l'affaire, tint à être présent. Cette fois, Robert Moreau, vous n'êtes pas seulement le gardien de cet enfant, vous êtes légalement son père. Et d'après ce que j'ai vu ces derniers mois, vous êtes un père exemplaire. Isabelle, maintenant âgée de 5 ans et demi, était radieuse dans sa robe de fête blanche. Elle tenait un bouquet de fleurs et n'arrêtait pas de sourire. Quand Robert signa les derniers documents de l'adoption, elle lui sauta dans les bras en criant « Maintenant, tu es mon papa pour toujours et à jamais ». La fête de célébration dans l'hôtel particulier fut petite mais chaleureuse. Marcel était là avec sa famille, Madame Agnès avait préparé un festin, quelques camarades de l'école d'Isabelle étaient venus avec leurs parents. La fillette courait dans le jardin, jouant, riant, complètement différente de l'enfant effrayé et trempé que Robert avait trouvé sur ce pont pluvieux. Le soir, après que tout le monde fut parti, Robert mit Isabelle au lit. Elle était épuisée mais heureuse, tenant son vieil ours en peluche qui, malgré tous les nouveaux jouets, restait son favori. « Papa, » dit-elle d'une voix ensommeillée, « tu penses que maman Carla et tante Sébastienne sont heureuses là-haut, au ciel? J'en suis certain, ma princesse. Elles sont fières de toi. Et ta femme qui est aussi partie au ciel. » Robert sentit le nœud familier dans sa gorge, mais cette fois ce n'était pas seulement de la tristesse. Hélène est heureuse aussi. Elle a toujours voulu que je sois père. Je pense qu'elle, maman Carla et tante Sébastienne sont amies là-haut, et qu'elle veille sur nous. Isabelle sourit. C'est comme si j'avais 3 mamans au ciel et un papa ici sur terre. J'ai de la chance. C'est nous 2 qui avons de la chance, corrigea Robert en lui embrassant le front. Bonne nuit, ma fille. 5 ans passèrent en un clin d'œil.
Isabelle avait maintenant 10 ans, une fille intelligente, joyeuse, pleine de rêves. Robert était devenu le père qu'il n'aurait jamais imaginé être, participant aux réunions de parents d'élèves, organisant des fêtes d'anniversaire, aidant aux devoirs, séchant les larmes et célébrant les victoires. Un matin de décembre, exactement 7 ans après cette rencontre fatidique, Robert réveilla Isabelle tôt. « Habille-toi, nous allons faire une promenade spéciale aujourd'hui. »« Où ça, papa ?»« Tu verras. » Ils traversèrent la ville en voiture jusqu'à arriver au pont de Bir Hakeim. C'était un matin clair, sans un nuage dans le ciel, si différent de cette aube pluvieuse des années auparavant. Robert gara la voiture et ils marchèrent jusqu'au même endroit où tout avait commencé. Isabelle, qui connaissait maintenant toute l'histoire, regarda la scène en contrebas puis son père. « C'était ici ?»« C'était ici, » confirma Robert. « C'est à cet endroit précis que j'étais sur le point de tout abandonner et que tu es apparu. » Elle lui prit la main. « Et moi, j'étais perdu, effrayé, seul, et tu m'as sauvé. »« Non, » corrigea Robert, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Je t'ai donné un foyer, mais tu m'as donné une raison de vivre. Tu m'as appris que la famille, ce n'est pas une question de sang, c'est une question d'amour. C'est être présent. C'est choisir de rester, même quand c'est difficile. » Isabelle le serra fort dans ses bras. « Je t'aime, papa. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci de m'avoir choisi. » Robert sentit les larmes couler librement. « C'est moi qui te remercie, ma princesse, d'être apparue cette nuit-là, d'avoir cru que j'étais ton père même quand je n'y croyais pas, de m'avoir donné la chance d'être le père que j'ai toujours voulu être. » Ils restèrent là quelques minutes, père et fille, regardant la ville s'éveiller autour d'eux. Ce pont, qui avait failli être le décor de la fin, était devenu le symbole d'un nouveau départ. Un rappel que même dans les nuits les plus sombres, l'espoir peut apparaître sous la forme la plus inattendue. Main dans la main, Robert et Isabelle retournèrent à la voiture. Ils avaient toute une vie devant eux, pleine de défis, de joie, de moments difficiles et de victoires. Mais maintenant, ils n'étaient plus seuls. Ils savaient l'un l'autre. Et parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Robert et Isabelle a touché vos cœurs autant que le nôtre. Ces histoires sur la famille, l'amour et les nouveaux départs nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour trouver un but et que les liens les plus forts sont ceux que nous choisissons de créer. Si ce récit vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Laissez un like pour que nous puissions continuer à vous proposer des contenus qui font la différence. Et dites-nous dans les commentaires quel a été le moment qui vous a le plus marqué dans ce voyage de Robert et Isabelle. Votre interaction nous aide à créer des histoires toujours meilleures. Chaque jour, nous vous proposons de nouveaux récits qui célèbrent la complexité, la beauté et les défis de la vie. Ne manquez pas nos prochains contenus et rejoignez cette communauté de personnes qui croient au pouvoir transformateur d'une bonne histoire. À la prochaine.